Donc là, l'idée, c'est un peu de discuter en fait des autres sources de financement possibles pour ces projets bas carbone que l'achat de réduction d'émissions directes pour faire de la compensation ou de la contribution carbone. Et en fait, pour vous dire un peu d'où est partie la réflexion, c'est le retour des premiers projets qui se sont montés sur le terrain, projets forestiers et agricoles, où on a pu avoir des remontées de terrain sur les coûts de ces projets, et il s'est avéré, et ça se reflète dans le prix du carbone, qui est beaucoup plus élevé, comme Clotilde a pu le dire, en France qu'au niveau international. C'est des projets qui sont quand même relativement coûteux. Et on s'est posé la question de est-ce que finalement les marchés volontaires de carbone pouvaient suffire à financer ces projets bas carbone qui peuvent être coûteux et qui seront a priori de plus en plus coûteux. Quelque part, les premiers projets qui démarrent, c'est ceux pour lesquels un prix du carbone à 50 € la tonne permet de monter le projet, mais il y a plein de projets en stock ou à imaginer qui coûtent encore plus cher que ça. Voilà, donc on s'est un peu posé la question de quelles pouvaient être les autres sources de financement pour ces projets bas carbone, sachant, et je vais y venir, qu'en fait il y a déjà d'autres sources de financement pour ces projets bas carbone. Mais en tout cas, l'idée, c'était de se dire, et ça que tu l'as un peu évoqué au début, c'est qu'après tout, un cadre de certification carbone, c'est un outil qui apporte des garanties sur l'impact d'un projet, et que ça peut servir à flécher n'importe quelle source de financement qui cherche à avoir de l'impact, qui veut avoir une certitude, une connaissance de l'impact climat de ce qui a été financé. Et donc ça peut permettre peut-être aussi demain, et c'est déjà un peu le cas, je vais en parler tout de suite aujourd'hui, de flécher aussi des financements publics voilà, en dehors de l'achat de crédit carbone. Donc pour un peu donner des exemples de types de sources de financement qui peut exister, donc il y a bien sûr le premier volet à gauche qui est ce qui est bien connu, ce dont on parle et ce dont on a parlé jusque-là, qui est l'achat de crédits carbone, de réduction d'émissions, donc soit par des entreprises, des collectivités ou des particuliers, soit dans une démarche de compensation carbone avec l'objectif derrière d'afficher une neutralité carbone, soit pas forcément dans l'objectif d'afficher une neutralité carbone, mais pour contribuer à l'effort collectif de réduction des émissions, qui peut se faire de façon complètement volontaire ou réglementaire, comme on l'a vu à l'instant avec les vols domestiques et les centrales à charbon. Et il peut y avoir aussi d'autres sources de financement. Et ce qui a été observé là déjà, il peut y avoir des financements typiquement des acteurs de l'aval qui vont aider un peu l'amorçage des projets, qui vont financer par exemple le diagnostic, la formation, qui peuvent aider à l'investissement s'il y a besoin d'investissement dans du nouveau matériel ou ce genre de choses pour lancer un projet. Donc c'est du cofinancement qui suffit pas en fait à financer le projet, qui couvre pas l'ensemble des coûts du projet, mais qui permet de lancer un peu la pompe à projet. Et ensuite les crédits les crédits carbone vont être vendus à un autre acteur qui va apporter un autre cofinancement, et ensemble on pourra couvrir les coûts totaux du projet. Il peut y avoir aussi de l'autofinancement, et c'est même c'est obligatoire dans les projets forestiers. Tous les coûts sont pas couverts dans ce cas-là non plus par la vente de crédit carbone. Une partie des coûts est prise en charge directement par le porteur de projet. On peut aussi avoir l'exemple de financement public, et ça, il y a l'exemple de la mesure bon diagnostic carbone du plan de relance qui est intéressante, qui visait à financer le diagnostic GES, plan d'action pour les exploitations agricole, qui est vraiment la première étape en fait d'un projet label bas carbone, qui est une étape finalement assez coûteuse, pas forcément si facile à faire financer par un acteur privé. Et en fait, sans ces étapes, on bloque, quoi. On peut pas mettre en place la suite du projet label bas carbone. Donc, ce cofinancement public peut permettre d'amorcer la pompe à projet, encore une fois, d'aider au montage de projets, et ensuite le coût des pratiques en tant que telles qui sont mises en place sur l'exploitation agricole, elle est financée par ailleurs par la vente des réductions d'émissions à des acteurs privés ou publics. Donc c'est déjà des formes de cofinancement privé-public qui existent en réalité sur les projets actuels. Et la question, c'est comment
comment les développer en fait pour couvrir les coûts et surtout comment les coordonner parce qu'il y a toujours l'enjeu d'assurer l'efficacité du financement, d'éviter les effets d'aubaine. Donc, il ne faudrait pas se retrouver dans une situation où on surfinance un projet, on passe complètement à côté de l'objectif de l'efficacité. Donc il y a vraiment maintenant cette question de savoir comment coordonner au mieux ces différentes sources de financement. Et on pourrait imaginer, sur un projet, il y a différents types de coûts. Il y a le coût de mise en œuvre des pratiques, il y a le coût de diagnostic, il y a le coût de formation, il y a le coût lié à la prise de risque, il y a les coûts de transaction, le coût d'audit. Voilà. Donc il y a tout un panel de coûts et on pourrait imaginer une répartition de prise en charge de ces coûts par différents types d'acteurs. Voilà. Et ça, c'est une discussion qui, pour l'instant, n'a pas encore lieu ou été réfléchi en tant que tel. Alors ça s'est très bien fait sur le volet, enfin dans le plan de relance avec la mesure bon diagnostic carbone où ça s'est très bien combiné, ça a été bien pensé sur le volet forestier. Il n'y a pas eu, le plan de relance apporte trop de financement au projet et donc c'est pas compatible pour le coup avec le label bas carbone, avec la vente du crédit carbone. Il y aurait un surfinancement sinon de projet. Donc dans ce cas-là, on voit bien que ça n'a pas été la coordination de différentes sources de financement n'a pas été pensée. Voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ce qu'on se dit en tout cas, c'est que ça serait dommage d'avoir mis autant de force autour de la table et autant de compétences pour créer ces cadres de certification carbone robustes pour que ça serve uniquement à flécher des financements issus de la compensation carbone. Voilà. Et donc, cette réflexion de coordination de différentes sources de financement, c'est une réflexion aussi qu'il y a au niveau européen, et comme ça fera la transition avec la présentation d'Adeline sur où on en est de la construction de ce cadre de certification carbone européen. Mais au moment de la communication, en tout cas de la Commission sur ce futur cadre, plusieurs pistes de financement, d'utilisation de ce cadre étaient envisagées, et notamment, par exemple, demain, flécher des aides PAC vers des projets certifiés par le cadre européen, quoi. Et donc, ça serait l'occasion pour la PAC, la politique agricole commune, d'aller vers plus d'obligations de résultats et de flécher des aides sur obligations de résultats et pas que obligations de moyens comme c'est à l'heure actuelle. Voilà, c'était vraiment ce petit point. Je crois que j'avais après une slide qui reprenait juste les quatre messages. Ce qu'il faut retenir, c'est juste que pour nous, la certification carbone, ça je crois que vous l'avez compris, ce n'est pas égal à compensation carbone. Ça sert à faire ça servait historiquement à faire ça, mais ça serait dommage que ça serve que à faire ça. Et on peut très bien l'utiliser pour flécher toute autre source de financement qui cherche à avoir de l'impact climat. Voilà, que les projets en France et en Europe sont très coûteux, on sent le besoin de diversifier les sources de financement si on veut pouvoir étendre ces projets, les répliquer, aller plus vite sur le développement de projets. Et que l'enjeu maintenant, c'est de trouver ces différentes sources de financement, de les faire croître et surtout de les coordonner pour assurer l'efficacité du financement et limiter le risque d'effet d'aubaine en lien avec le principe d'additionnalité. Voilà, et je repasse la parole à Adeline pour venir sur le volet européen. Merci Claudine. Bonjour à tous. Donc pour terminer, on va parler un petit peu donc de ce qui se passe au niveau du niveau européen. Et pour commencer, l'articulation entre le cadre de certification des absorptions et le carbone farming, puisque au début, il y a quand même les travaux sur le carbone farming, donc l'initiative carbone farming qui a été annoncée pour 2021.
annoncée par la stratégie Farm to Fork. Et donc, c'est l'idée de valoriser financièrement des pratiques bas carbone sur les exploitations agricoles, donc à la fois le stockage du carbone, mais aussi les réductions d'émissions. Donc, on voit, c'est le cercle orange qu'on a donc des pratiques comme l'agroforesterie, les couverts végétaux, la restauration de zones humides, mais aussi la gestion améliorée des intrants, la gestion des effluents d'élevage ou l'optimisation de l'alimentation animale. Donc voilà, ces pratiques qui font partie du carbone farming et qui donc est l'idée de développer des paiements sur résultats. Et avec la communication sur les cycles du carbone durable fin 2021, la Commission européenne a annoncé le développement d'un cadre de certification, mais cette fois-ci sur les absorptions, donc qui ne recoupe pas complètement l'initiative carbone farming, puisqu'on va se diriger uniquement sur les absorptions. Donc, il y a des pratiques qui sont communes. C'est ce qu'on voit à l'assemblage des deux cercles, comme la gestion forestière, le reboisement, l'agroforesterie ou les couverts végétaux ou la restauration des zones humides. Mais le cadre de certification des absorptions est plus large, puisqu'il prend aussi, par exemple, les solutions technologiques comme le captage et le stockage de carbone, donc aussi nommé CCS, et donc voilà, qui ne sont pas ces techniques qui ne sont pas inclus dans le carbone farming. En termes de cadre de certification, avant de passer sur la partie calendrier, on a quand même l'idée que celui-ci permette de contribuer à l'atteinte des objectifs LULUCF. Alors, c'est la politique sur l'utilisation des terres, le changement d'utilisation des terres et la foresterie, donc le règlement européen qui va être un des piliers, des 3 piliers de la politique climatique européenne, donc qui concerne en particulier le secteur des terres et donc les absorptions. Ça, c'est le premier objectif du cadre de certification. Et puis, bien sûr, aussi le deuxième, garantir la qualité des projets de séquestration. Donc, l'objectif, c'est donc d'avoir un cadre de ce qu'on appelle un cadre de MRV, Monitoring, Reporting et Vérification, efficace, juste et simple, de façon à pouvoir garantir véritablement la séquestration sur le secteur des terres. Je ne reviens pas sur les financements parce que Claudine en a parlé, mais on peut peut-être passer à la slide suivante pour développer un peu plus le cadre de certification en lui-même. On a assez peu d'informations sur ce cadre pour le moment. Il doit être publié, donc la proposition de la Commission doit être publiée le 30 novembre 2022 de cette année. On sait que c'est de ce qu'on a comme information. Tout d'abord, il a été donc annoncé par la communication donc, sur les cycles du carbone durable en 2021. Il y a eu la consultation publique qui a eu lieu entre février et mai, qui a donné qui a permis d'avoir pas mal de retours. Actuellement, il y a une étude d'impact qui est en cours. Donc qui permet notamment de regarder tout ce qui se fait ailleurs en termes de cadre de certification, aussi bien au niveau européen, mais aussi au niveau d'autres pays comme les États-Unis. L'idée est vraiment parmi tous les cadres de certification existants, de s'appuyer sur ce qui fait le mieux pour avoir un système européen de qualité, où lors d'une intervention, le commissaire européen au climat a dit que voilà, il prendra en compte l'additionnalité, il voyait comment intégrer et quelle durée de séquestration prendre et comment bien intégrer les exigences environnementales au sein de ce cadre. En termes de périmètre, pour le moment, on est sur donc, un cadre d'absorption. On sait qu'il y a des discussions qui sont toujours en cours pour savoir si les réductions d'émissions pourraient être aussi intégrées à ce périmètre, même si pour le moment, on n'en est pas certain et en tout cas, on a assez peu d'informations, mais celles qu'on a, ce serait plutôt pour un cadre uniquement centré sur les absorptions. Une fois publié ce cadre, la proposition de la Commission en novembre, les travaux ne sont pas terminés. À partir de décembre, il y a un groupe d'experts qui va être mis en place
pour faire un parallèle un peu avec le label bas carbone, pour bien comprendre, c'est comme si on avait un premier décret qui était publié à la fin novembre, mais qu'après, tout ce qui est méthode, travail plus concret avait encore besoin d'être défini. Et c'est pour ça que le groupe d'experts va être mis en place pour aider la Commission à rentrer un peu plus dans les détails. Donc, ce groupe, il va se réunir plusieurs fois par an et a pour le moment une échéance à 5 ans. Et bien sûr, il s'agit d'une proposition dans tous les cas de la Commission européenne. Et donc, le processus européen fait qu'il va y avoir des discussions ensuite avec le Parlement européen et avec le Conseil. Et celles-ci vont se poursuivre en 2023 et en 2024. Et donc, on peut penser qu'on aura un cadre de certification, on va dire, opérationnel à partir de 2024 et pas avant, en attendant que tout le processus législatif soit terminé et que les premiers rendus du groupe d'experts puissent être exploitables et publiés donc voilà, pour 2024.